Nous parlons maintenant d'innovation avec nos trois invités. L'innovation est essentielle, soit. Est-elle un art, un coup de chance, peut-être une compétence? Pour nos invités, elle est à coup sûr un métier. Mathilde Laurent est créatrice de parfums pour la Maison Cartier. Michel Bussy enseigna la géopolitique des territoires. Il est aujourd'hui écrivain. Merci. Et Guillaume Lamarre est président de Sherkan. Il enseigne les processus créatifs aux professionnels et aux étudiants. Alors merci beaucoup de les accueillir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mathilde, heureuse de vous rencontrer. Votre métier est Bonjour. très particulier. Il a le nom d'un organe, un des plus vieux sens peut-être chez l'être humain, puisque vous êtes né, N-E-Z, pour la Maison Cartier. Alors expliquez-nous, on est curieux. Comment fait-on pour créer un parfum? On commence par quoi? Alors, on commence par tout sauf l'olfaction. En fait, on commence par l'inspiration, qui est à la base de tous les processus créatifs. Et surtout, dans une maison comme la mienne, en fait, on commence par la maison elle-même. Ensuite, on se pose la question du message, en fait, parce que pour moi, il n'y a pas de création sans message. Donc, en fait, toute création, encore plus chez Cartier, est sous-tendue par un réel message adressé au public, en fait. Et la question est de savoir, donc la première question, on commence par quoi? On commence par se dire, qu'est-ce qu'on veut offrir, qu'est-ce qu'on veut dire, en fait, qui n'a pas déjà été dit, parce que sinon on n'est pas dans la création. Et il y a beaucoup d'objets et de parfums qui sortent aujourd'hui sans vraiment que la question ait été posée avant. Donc on se pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va apporter à notre époque, de quoi ont besoin mes congénères, et qu'est-ce que je peux leur dire olfactivement qui leur apporte une réponse, un bien-être, un émerveillement, en tout cas de la nouveauté. Vous avez un exemple de message inspiré comme ça peut être quoi par exemple? Ben oui, heureusement, j'ai des exemples. Ouais. Non, mais tout simplement, par exemple, le fait, il y a déjà plus de 15 ans qu'on ne genre plus nos parfums parce que on a considéré que le public avait envie probablement d'odeur, de création, et pas de genre systématiquement, de ne pas être arrêté par le genre pour choisir un parfum. On a retravaillé une forme de parfum qui était tombée en désuétude, qui est le soliflore, parce que le retour à la nature, le retour au contact avec la nature indiquait de travailler des parfums plus simples, véritablement floraux, proches de la nature, sans en faire trop parfumistiquement, tout simplement proposer des fleurs, des fruits, des feuilles, des bois, pour vraiment aider le retour à la nature en parfumerie. Ça veut dire que la création de parfums, elle est aussi très proche des tendances de la société, des aspirations humaines? Absolument, et c'est le rôle du créateur aussi dans cette phase de gestation du parfum, d'avoir l'intuition en fait de son époque, l'intuition de vers quoi va la société à qui je vais m'adresser, vers quoi va le monde. Vous m'avez dit quelque chose quand on s'est parlé qui était très étonnant. Vous avez dit « je sens l'odeur dans ma tête ». Mathilde, elle sent l'odeur dans sa tête. Comment ça Oui, marche? en fait, justement, toute cette phase de gestation, d'inspiration, d'intuition et de questionnement, en fait, mène petit à petit à amalgamer dans son cerveau des éléments olfactifs, d'inspiration, qui se traduisent en ingrédients, en odeurs. Et petit à petit, en fait, toujours dans cette phase de gestation, on arrive à sentir petit à petit un parfum qui, de plus en plus, devient fini, mais mentalement seulement pour l'instant. Et donc, en fait, on ne se met en création, on ne commence à toucher les ingrédients et à les mélanger qu'une fois qu'on a senti le parfum déjà
terminé, l'odeur du parfum fini, comme si en fait on entrait dans un magasin et qu'on sprayait sur la mouillette. Et du coup, est-ce que ça existe la panne, la page blanche? On en parlera peut-être tout à l'heure. Ça existe, la panne d'inspiration? Alors je dirais oui et non. C'est-à-dire non. que avant de commencer à se poser toutes ces questions, avant de travailler en équipe, à réfléchir à quel message, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans la parfumerie du XXIe siècle, comment Cartier va faire évoluer le monde de la parfumerie, eh bien, effectivement, il y a une page blanche. On ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas pourquoi encore. Et puis, petit à petit, en répondant à toutes ces questions, en regardant ce qui existe déjà, en regardant l'histoire de la maison, en regardant le moment que nous vivons collectivement, et puis en se questionnant sur le futur qu'on veut créer, petit à petit, cette page blanche, elle devient au contraire pleine de couleurs, pleine d'inspiration, pleine d'idées, pleine d'envie. Le futur qu'on veut créer, ça me fait penser à Michel. Michel, vous dites changer de monde, c'est déjà imaginer un autre récit. Alors comment la création narrative, l'écriture qui est votre métier, peut venir servir la création d'un nouveau monde matériel, concret? Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être un peu ambitieux de penser qu'un livre ou qu'une fiction puisse changer le monde réel. Je crois que en tout cas, ce n'est pas son but premier. Par contre, je crois depuis toujours, l'homme et les femmes ont eu besoin d'imaginaire, ont eu besoin d'inventer autre chose, de se sortir du réel pour inventer autre chose, pour se le raconter, pour se l'imaginer, tout en étant conscient de la réalité. Et peut-être ce que je fais quand j'écris des romans, en tout cas moi ce que j'aime bien faire, puisqu'au départ j'étais professeur de géographie, donc la géographie c'est quand même une science du réel, c'est une science de la description, peut-être même la science la plus accrochée au réel de toutes les sciences, de toutes les sciences sociales. Donc il y a un côté comme ça d'observer la réalité, la complexité de la réalité, mais justement la fiction, l'imaginaire, ce que je dis souvent, c'est permet de sublimer le réel. C'est-à-dire dans mes romans, presque toujours, je pars du réel, d'un réel précis. Par exemple, je prends le roman Maman a tort qui se passe en partie à Deauville, en partie au Havre, etc. Je parle d'une réalité précise, le port du Havre, la ville de Potigny, qui a été une ville de mine, la réalité de Deauville, enfin, etc. Et après, je le sublime, puisqu'on part sur une fiction policière avec, dans ce cas-là, un enfant qui dit que sa maman n'est pas sa maman. Donc on part sur une fiction qui n'arriverait pas. Et donc, quelque part, on sublime le réel à travers le regard d'un enfant, à travers le regard de policiers, etc. Et quelque part, je pense que ça peut être une aide, d'une part, à supporter le réel, et d'autre part, éventuellement, à l'imaginer autrement. Mais une nouvelle fois, ce n'est pas aux écrivains d'inventer une autre réalité. En tout cas, de proposer une autre réalité, de créer cette autre réalité. En tout cas, elle montre qu'elle est possible. Je prends un autre exemple, puisque voilà, il faut prendre des exemples. Mon dernier roman qui s'appelle Nouvelle Babel, qui est un récit d'anticipation, où j'invente une formidable innovation, puisque j'invente la téléportation humaine, et je l'imagine ce que serait le monde si on pouvait se téléporter humainement. D'ailleurs, le dernier prix Nobel de physique, ce sont des gens qui ont travaillé sur la téléportation et la physique quantique. Je ne dis pas qu'on va l'inventer demain, bien entendu, mais c'était simplement une fiction, pour le coup, de se dire, et voilà, qu'est-ce qui se passerait si demain, on n'avait plus besoin de transport, comment s'organiserait le monde? Est-ce qu'on parlerait tous la même langue? Est-ce qu'il y aurait encore des frontières? Est-ce qu'il y aurait encore des États? Etc., etc. Donc voilà, donc c'est vrai qu'une nouvelle fois, je ne prétends pas que demain, on va inventer la téléportation humaine. Par contre, la fiction permet d'imaginer ce que pourrait être un monde différent. Et peut-être que ça peut inspirer des formes de réalité ensuite. Ce que nous disait Mathilde, c'était quand même qu'elle crée avant de créer. Guillaume, vous gardez cette question dans un coin parce que je reviendrai sur vous par rapport au pouvoir de la narration dans la capacité créative des hommes. Michel, je voudrais revenir un peu sur votre histoire quand même parce que en termes d'innovation, l'écriture, c'est un pan de votre activité créative. Vous avez dirigé un laboratoire, vous l'avez dit, dans un univers qui était quand même hyper concurrentiel.
quand on innove pour décrocher des budgets, sinon on meurt. Voilà, il faut pas se laisser faire. Alors c'était un peu un combat permanent pour que le laboratoire il arrive à survivre. J'ai quand même une question. Est-ce que c'est quoi les clés de succès pour arriver à innover en équipe, ce qui n'est peut-être pas exactement la même chose, je ne sais pas, qu'une création personnelle? Comment ça marche? Oui, c'est vrai que quand on est écrivain, c'est un travail personnel, mais avant d'être écrivain, j'étais chercheur en fait. Je dirigeais un labo CNRS qui était sur Caen, Rouen et Le Havre, un gros labo, le plus gros labo de sciences sociales de Normandie. Et donc on était évidemment en permanence dans l'innovation pour survivre. Même si on était un gros labo normand, les labos parisiens étant encore plus gros et évidemment n'avaient qu'une envie, c'est de dévorer les labos périphériques. Donc c'est effectivement une logique concurrentielle assez forte d'innovation collective. Et on pourrait voir l'écriture, en tout cas le fait d'écrire des romans, comme aussi une forme concurrentielle. En tout cas, c'est comme ça souvent qu'elle est représentée par le public ou là encore dans les fictions, on voit les écrivains en train de se concurrencer les uns les autres ou de se jalouser les uns les autres, donc ce qui est évidemment pas la réalité. Et simplement, on en a un petit peu discuté avant, c'est vrai que moi j'ai toujours eu l'impression de vivre dans un monde très concurrentiel et de ne pas du tout le vivre comme ça. C'est-à-dire que quand j'étais chercheur, j'avais vraiment l'impression que tous les chercheurs s'adoraient, que j'étais au milieu de gens très intelligents, très instruits, très érudits, qui n'avaient qu'une envie, c'est de faire progresser la connaissance ensemble. Et je n'arrivais pas à voir que ces gens se plantaient des poignards dans le dos, et je ne le crois toujours pas. Je crois que la grande majorité des gens sont très contents de travailler ensemble. Et quand je vois aujourd'hui mon métier dans l'écriture, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand je rencontre d'autres écrivains qui, comme moi, ont eu la chance d'avoir du succès, on est plutôt, j'ai l'impression, plutôt très content de partager nos expériences positives plutôt que de se voir comme des concurrents potentiels. Donc, et la conclusion que j'en tire aujourd'hui, c'est que peut-être que c'est la bonne façon d'y arriver. C'est-à-dire que plus on voit les autres, quels qu'ils soient, comme des concurrents, et finalement, moins on s'offre de perspectives d'ouverture et de collaboration ou d'investissement sur soi. Et c'est vrai que paradoxalement, le succès est toujours venu presque sans le rechercher ou le réclamer. Et ça, je crois beaucoup en soi. Moi, il y a une phrase qui m'insupporte toujours, ça fait toujours rire mes amis, c'est « on ne vit pas dans un monde de bisounours ». Je déteste cette phrase parce que moi j'ai considéré que je suis quelqu'un qui croit qu'on vit dans un monde de bisounours, et ça m'a toujours très bien réussi, et j'ai toujours eu l'impression de réussir bien davantage que des gens qui étaient beaucoup plus cyniques que moi et qui finalement avaient l'impression que tous les malheurs du monde s'abattaient sur eux. Merci Michel. Vous répondez à la fois à une question et en même temps vous faites la transition. Parce que la question était finalement, qu'est-ce qui stimule le plus la créativité? La compétition ou la coopération? Et vous nous dites finalement, comme je ne vois pas la compétition comme vraiment une compétition, et je vois Mathilde, et Mathilde, vous nous direz ce que vous en pensez juste après, je ne vois pas la compétition comme quelque chose qui empêche, ou je ne vois pas la compétition dans ce qu'elle a de mauvais finalement. Je décide de voir ça comme quelque chose de positif, je vois ce que je crois, et du coup je crée mon monde. Ça m'amène à vous, Guillaume. Guillaume, vous êtes plusieurs choses. Vous aimez autant créer que enseigner. Je vais reprendre le titre d'un de vos livres, L'étincelle créative, à vos élèves, à vos lecteurs. Vous êtes donc auteur, consultant en innovation. Vos élèves sont des professionnels, des entrepreneurs, des managers, des étudiants, parfois déjà des créateurs. C'est comme ça que vous avez rencontré Mathilde. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce regard ? Là, ils ont déjà dit énormément de choses, en fait, tous les deux. Donc, c'est assez intéressant de voir que, en fait, moi, je pars d'un principe très simple, c'est qu'on est tous créatifs et créatives au départ, à la naissance, et que certains d'entre nous oublient qu'ils le sont, en fait. Donc, on est tous créatifs et créatives, mais on n'est pas tous des créateurs ni des créatrices. Et pour être un créateur ou une créatrice, il faut mettre en place un certain nombre de choses qu'ils font tous les deux. La première chose à mettre en place, c'est une attitude vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ce qui nous entoure, avec une opinion, des convictions. Ensuite, il y a des habitudes aussi à essayer de déployer. C'est aussi un champ de ressources qu'on est capable de créer soi-même, de renouveler soi-même, ce qui n'est pas une mince affaire, on en a parlé. Et puis, il y a le savoir-faire. Il y a le savoir-faire aussi qui est fondamental, c'est-à-dire que
au-delà de l'intellectualisation des choses, il y a le geste, il y a le fait de fabriquer. C'est ça qui différencie un créateur de juste une créative ou un créatif. Et enfin, la dernière chose à mettre en place, c'est sa capacité à gérer sa peur. Parce que ça fait peur de créer, en fait. Ça fait peur justement de ne pas savoir ce qui va se passer et ce qu'on va réussir à produire. Et du coup, cette capacité à apprivoiser, plutôt que de dompter cette peur et de se dire qu'elle fait partie du boulot, et c'est quelque chose d'assez fondamental. Donc pour ça, en effet, il y a le regard qu'on porte sur les choses, le regard qu'on porte sur l'inspiration. Si on part du principe que le monde qui nous entoure est un champ infini de ressources et de possibilités créatives, il en sera ainsi, en fait. Et en effet, on ne voit que ce qu'on croit. Et si on croit que ce qui nous entoure est une ressource, ça le sera. Mathilde, vous avez envie de réagir depuis tout à l'heure. Non, je suis heureuse d'entendre justement toutes ces validations parce que, au bout du compte, quand on est créatif, surtout que dans le milieu de la parfumerie, en fait, on apprend la parfumerie à l'école, mais au bout du compte, il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles on apprend à faire, mais pas forcément à être. Et c'est pour ça que le livre de Guillaume, quand je l'ai découvert il y a maintenant presque 10 ans, m'a beaucoup servi, beaucoup aidé parce que voilà, dans les écoles de création, que ce soit création graphique, olfactive, auditive, en fait, finalement, on apprend le quoi, mais on n'apprend pas le comment. Et finalement, c'est beaucoup le comment, justement, comment on voit le monde, comment on va nourrir sa créativité, comment on va l'apprivoiser et en prendre conscience. Il y a une forme de connais-toi toi-même dans la création qui est indispensable et qui est finalement la clé peut-être d'un épanouissement, d'une production vraiment unique parce que très personnelle et parce que pleine de sens. Et ça, en fait, malheureusement, à part Guillaume, personne ne l'enseigne. Et finalement, c'est là le grand oubli, je pense, des écoles de création dans tous les domaines. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites, Guillaume, vous dites intuiter, passer à l'acte à un moment donné. De l'action naît l'innovation aussi. Tout à fait. Enfin, c'est ce que. Enfin, il y a un poète qui s'appelle Edmond Jalès qui dit je ne pense pas, je note. Et en fait, il y a vraiment. Moi, je pars du principe que la procrastination, ça n'existe pas, en fait. La création, c'est pas une occupation, c'est une préoccupation. C'est-à-dire que vous êtes des entrepreneuses, des entrepreneurs. Votre sujet vous concerne perpétuellement, et c'est pas parce que vous êtes en famille le week-end en train de faire je ne sais quoi que vous ne pensez pas à ce qui vous occupe perpétuellement, en fait. Et il faut dépasser le stade de l'intellectualisation, parce qu'en effet, ce qui compte avant tout, c'est de faire. Et le processus créatif, même s'il passe souvent par les mêmes étapes, qui sont autour de l'inspiration, l'exploration, autour de la connexion, parce que la création, c'est quoi? La créativité, c'est une science de la connexion, en fait. C'est votre capacité à mettre en relation des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Vous prenez deux éléments qui sont dans d'autres domaines, et vous les rassemblez, et ça crée quelque chose de nouveau. La création, la créativité, c'est 1 + 1 = 3. Et en effet, après, il y a une étape où il faut passer à l'action. Il faut faire les choses. Il faut créer son entreprise, il faut créer son site, il faut créer son parfum, écrire son livre. Et des fois, ce processus, il peut commencer par l'action. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer d'intellectualiser les choses ou de chercher l'inspiration, c'est Hemingway qui disait ça, pour écrire, c'est très simple, il faut s'asseoir à son bureau et écrire, en fait. Et voilà, il faut bien souvent faire, laisser de côté notre intellect, et puis c'est la main qui va parler, en fait. Ça marche assez tout seul. C'est la main qui parle. Peut-être une dernière question pour vous, Michel, et puis après un conseil pour tous les trois, puisqu'on est tous intéressés forcément par ces processus créatifs. On pense souvent que pour changer, pour innover, il faut changer les personnes dans une équipe. Il faut changer de personne. Vous avez un amour de la fidélité et de la longueur dans la relation. Vous dites on peut continuer à créer en restant longtemps avec les mêmes personnes. Je crois en tout cas, moi j'ai toujours été assez fidèle aux gens avec qui j'ai travaillé. Bon, je suis chez le même éditeur depuis toujours, en tout cas depuis que je suis édité par un éditeur national, et je ne me vois pas du tout changer d'éditeur.
Pas sans doute parce qu'il n'y a pas de gens tout autant compétents dans d'autres équipes. Je pense qu'il y a des gens compétents dans toutes les maisons d'édition, mais simplement parce que j'ai une histoire commune avec les gens avec qui je travaille, parce qu'on a débuté ensemble tout en bas et qu'on a grandi ensemble et que je ne me verrais pas effectivement travailler avec des personnes qui n'ont pas cette histoire commune. Et finalement, c'est cette histoire commune qui crée de la confiance. Et effectivement, quand j'étais au CNRS, le principe du CNRS, c'est d'embaucher des chercheurs pour toute une vie et pas seulement des contractuels pour 6 mois ou 1 an. Et je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs au CNRS ou à l'université qui partagent mon point de vue en disant qu'il faut avoir des gens, la recherche se fait sur le long terme, avec des gens qui savent ce qu'ils feront dans 6 mois, parce que la recherche ne peut pas fonctionner qu'avec des contractuels ou des jeunes, aussi brillants soient-ils, à qui on propose un horizon de quelques mois. La recherche fait travailler ensemble, échanger sur du long terme. Et bien sûr, aujourd'hui, avec des réseaux, on travaille avec le monde entier, mais les gens avec qui vous êtes au quotidien, avec qui vous êtes en confiance, à mon avis, rien ne remplace effectivement la durée et le temps. Et c'est vrai que quand j'étais géographe, on avait travaillé beaucoup j'ai travaillé sur la géographie de la coopération, qui était un peu une science un peu nouvelle, que du coup j'ai un peu laissé tomber en devenant écrivain. Mais ce qu'on montrait avec toute une série de théories économiques et géographiques, c'est que plus on avait des opportunités de retravailler avec les mêmes personnes, et plus on avait intérêt à proposer la coopération, et plus le fait de trahir ou en tout cas de jouer cavalier seul nuisait finalement au rendement global. Et donc, plus on rencontre les mêmes personnes et plus on a intérêt à la coopération. Ce qui était typique, par exemple, du monde de l'université que je connais bien, où a priori on va travailler avec les mêmes personnes pendant très longtemps. Donc, ce sont plutôt les gens qui coopèrent qui finissent par se retrouver à des hautes fonctions. Et les gens en qui, entre guillemets, on peut moins faire confiance ont tendance à être, au bout du compte, plutôt isolés. Un conseil, un conseil à tous ces entrepreneurs. On est 1 millier d'entrepreneurs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Mathilde? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre? Facile comme question. Facile comme question. Non, ce que je dirais, c'est que, comme le dit Guillaume, en fait, il faut faire. Et moi, j'ajouterais qu'il ne faut pas vouloir être efficace. En fait, il faut avancer, il faut faire tous les jours. Et je crois que c'est une des grandes maladies de notre époque, mais aussi de nos sociétés, en fait, de vouloir toujours produire quelque chose, que chaque travail, finalement, donne quelque chose. Et je crois qu'en création, en fait, il faut justement, la première des créativités, c'est de comprendre, en fait, que le résultat peut mettre des semaines à venir, tout en étant 10 fois plus fulgurant qu'un résultat qui vient au bout d'une journée ou de 2 journées, qui est mou, qui est inintéressant, qui fédère personne et qui emmène personne. Donc je crois qu'il faut avoir confiance en soi et en finir avec l'efficacité. En finir avec l'efficacité. Guillaume, une pratique, quelque chose? Un petit truc très simple. On est accueillis ici par des gens qui portent des t-shirts où il y a marqué « ouais » et « alors ». Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de penser en « oui » et. Alors, ce n'est pas un « oui » de développement personnel, hein, c'est un « oui » de théâtre d'improvisation, en fait. C'est-à-dire que si je monte sur scène avec Mathilde et que je dis moi, je suis médecin urgentiste sur la planète Mars » et qu'elle me dit « bah non, c'est impossible ». La pièce est terminée, on peut redescendre. En revanche, si elle me dit, ça c'est marrant, mais du coup tu soignes les extraterrestres ou les astronautes, là on crée quelque chose de nouveau. Ce que je veux dire par là, par ce oui et de théâtre d'improvisation, c'est que vous ne pourrez pas commencer à travailler s'il n'y a pas de contrainte en fait. La contrainte est inhérente au processus créatif, et si vous n'avez pas de contrainte, il faut en créer une. Votre boulot, c'est pas de commencer à travailler quand il n'y aura plus de contraintes, et notre époque, Dieu sait si elle sait en générer. Il faut gérer cette contrainte, et plus vous allez vous appuyer sur cette contrainte, plus ce que vous allez créer va être singulier, et va ressembler à ce que vous êtes fondamentalement. Merci beaucoup à tous les trois. On récapitule. Mathilde, elle nous dit quelque chose d'un peu contre-intuitif. Elle nous dit, avant de vous lancer dans le faire, prenez le temps d'être. Prenez le temps de poser une intention, d'avoir envie d'émettre un message dans un contexte. Vous avez parlé d'une maison. Ce temps d'inspiration, quand on est entrepreneur et quand on est habitué à faire, à entreprendre, à passer dans l'action,
C'est vrai que ce n'est pas évident de le prendre, et pourtant, c'est celui qui va faire qu'à un moment donné, on est prêt. Créer l'espace pour recevoir finalement ces idées, pour que la main se saisisse, la création avant la création. Et puis, Guillaume, vous nous dites, oui, très bien, mais peut-être pas d'intellectualisation en fait. Faites, et puis vous allez bien voir. Faites, avancez, c'est comme ça que les idées vont venir. Créez-vous de la contrainte. Alors, en ce moment, on est quand même servi avec la contrainte. Je pense qu'on est en vraie terre d'innovation. Vous nous dites aussi tous les trois, nous sommes tous des créatifs. Osez embrasser vos dons de créatifs et d'en faire des créations, vos créations. Et là, Michel vient un peu nous sonner des cloches de la sagesse. Alors bien sûr, la compétition, les contraintes, tout ça, ça stimule parfaitement notre créativité. On l'a vu ce matin avec Hervé Morin, beaucoup de projets en situation de contrainte. Bien des guerres furent des terreaux d'innovation majeure. Que dire des modèles de coopération? Que dire de ces relations longues? Ce plaisir peut-être renouvelé d'œuvrer de concert. Que dire de ces relations de confiance qui sont tournées vers un avenir que l'on désire, que l'on dessine de ce désir, un désir commun de mieux ou d'autre chose. Changer le regard aussi, vous nous en avez parlé. Le regard que je porte sur toi, sur le monde, change déjà tout. Et voici donc l'appel à l'introspection. Quel regard portons-nous, chacun, collectivement, sur le monde? Quelle histoire avons-nous envie d'imaginer ensemble? Quelles sont nos intentions, dans le fond, pour ce monde, pour les territoires, peut-être pour nos familles aussi? Et qu'avons-nous envie de conquérir, de décider, dans le fond, si ce n'est peut-être de retrouver nos étincelles de créateurs, de créatrices, cette énergie si singulière, si féconde et qui fonde, nous le sentons tous, et merci pour l'avoir partagé, qui fonde profondément une profonde humanité. Merci à tous les trois, merci beaucoup.